Peur Technologie. Donc, c'est une excellente entreprise. Ça, c'est la première chose qu'il faut que je vous mentionne. Mais elle fait également à peu près la même chose que Constellation Software. Mais avant de rentrer dans les détails ici, la première chose qu'on va regarder, c'est, bon, pour ceux qui ne connaissent pas la compagnie, j'ai lancé le prompt. Donc, il y a un prompt ici qui est disponible dans le groupe School. L'accès est gratuit en description de la vidéo. Vous allez voir, vous allez à l'onglet Classroom, vous allez retrouver cet élément-là. Et donc, le prompt en question, quand je lance les différents éléments, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai ceci. Ça, c'est l'Omni-Analyst. Alors, il fait simple. Il est un peu... Le prompt que je vous ai tantôt mentionné, il fait la même chose, mais sauf sur une seule partie. Donc, disons que c'est 25% de ce prompt-ci. On va le dire comme ça. 25 ou bien 20%, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Société industrielle diversifiée qui s'est transformée en géant de logiciels de niche. Donc, qu'on appelle... Il est spécialisé uniquement dans les vertical software. Donc, les VMS, la même chose que tout ce qui concerne ici. En fait, un vertical software, par exemple, je prends un truc simple, un logiciel pour une... Vous avez peut-être une salle de bowling. Vous avez besoin d'un logiciel pour afficher les scores, ce genre de choses-là. Voilà. Donc, ce sont vraiment des marchés de niche. Donc, ici, selon la description du modèle d'affaires, elle acquiert et gère des entreprises leaders sur des marchés restreints, donc des marchés de niche avec des barrières à l'entrée élevées. 50% c'est software, 30% c'est software d'application, network software, et le 20% restant ici, c'est de la technologie embarquée, donc produits de précision, capteurs de solutions de mesure d'eau, etc. Donc, au total, est-ce que c'est une entreprise qui a les capacités d'augmenter les prix fréquents d'achat des clients? Haute fréquence, 75% revenus récurrents. Peut-elle augmenter les prix? Bien sûr, et on va le voir ici avec les marges, si c'est vrai. Et en termes de valorisation, qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est une entreprise en retour de capital ici, donc on va utiliser ici généralement la valorisation par les multiples de free cash flow, EBITDA est recommandée pour ce type d'entreprise. Est-ce qu'elle a un moat? On arrive à ce niveau. La réponse est oui. Déjà, si on vend du logiciel, il y a de fortes chances qu'on ait un coût de changement. Et j'aime bien ça. Pourquoi? Parce que Roper possède un mot, bon, malheureusement, il va dire faussé, mais bon, un avantage concurrentiel protecteur, parce que mot en français, ça veut dire faussé, quand on mot à mot, enfin, oh, excusez-moi pour le jeu de mots. Donc, Roper possède un fossé protecteur massif, enfin, faites attention aux termes, hein, massif, etc. Non. On a un mot, on a un avantage concurrentiel. Maintenant, c'est à vous de déterminer si c'est massif ou pas. Ce n'est pas l'IA qui vous dit que c'est massif. Ça, c'est juste une indication. S'il est massif, c'est pourquoi. S'il est massif, ça veut dire ici que c'est difficile pour nos clients d'aller voir ailleurs. Parce qu'une fois qu'on arrive, une fois qu'on s'intègre ici dans leur workflow, c'est difficile de changer. Donc, il dit ici que car les logiciels sont intégrés au cœur des opérations de ses clients, le taux de rétention dépasse généralement les 95%. Celui qui est malin va faire ceci. Qu'est-ce que ça veut précisément dire ici le cœur des opérations des clients, comment est-ce que ça... donne-moi des exemples réels ici d'application. Par exemple, il vous mentionne ici qu'un cabinet... Prenons celui-ci. Une fois qu'un cabinet d'avocats utilise Advent, c'est l'un des logiciels. Ce n'est pas le seul. OK? Une fois qu'un cabinet d'avocats utilise Adhérent pour sa facturation et sa gestion, le coût et le risque de migrer vers un concurrent sont prohibitifs. Donc, on va se dire une chose. Si tu veux creuser un peu plus, la question que tu dois te poser, c'est pourquoi est-ce qu'il mentionne que c'est prohibitif? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il pourrait faire à ce que ce coût-là soit réduit? Ça te permet de mieux comprendre comment est-ce qu'une entreprise pourrait faire pour attaquer ce business. OK? Bref, je m'arrête là. Je pense que tu as une compréhension générale de cette entreprise. Maintenant, on va aller au niveau de la valorisation parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui pourrait intéresser grand monde. Mais sur cette chaîne, sachez une chose, que la valorisation, ce n'est qu'une indication. Pour faire une valorisation de cette compagnie, moi, je fais simple, je retourne l'équation. Aujourd'hui, on me demande de payer 322 $, une entreprise qui pourrait me rapporter 25,30 $ d'ici 2028. 25,30 $ divisé par 322, j'arrondis, ça fait à peu près 7,8, disons 8% de rendement. Si on me distribue la totalité, si les bénéfices attendus en 2028 se réalisent par rapport au prix en question, j'ai au total de 8%. Maintenant, comparé à ce que le marché vous propose, demandez-vous également si les revenus sont stables, etc. Si on prend même les free cash flow, on pourra avoir du 29%, mais attention, est-ce qu'on a vérifié? On n'a pas encore fait le tour d'horizon. OK? Donc, je prends Roper. Je viens ici, on fait ça, et je rappelle une chose. Je vais m'arrêter là quelques secondes parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question dans le groupe School.
et à savoir comment est-ce que je... Vous voyez la ligne violette ici? Donc, je vais la mettre là pour que ce soit plus facile. Non, ça ne se voit pas. Disons qu'on met ça ici. Oh, malheureusement, l'entreprise s'est changée déjà 15 fois. Donc, je vais le mettre ça comme ça. OK. Enfin. Voilà. Le Custom Valuation Ratio, il me demandait comment est-ce que je fais pour le modifier. C'est simple, je viens ici. Si tu as FastGraft, c'est ça. Rappelez-vous, j'ai un code promotionnel ici de FastGraft, même si je n'en fais pas souvent référence. Donc, j'ai un lien d'affilié. Vous allez sur Top Invest Coaching, d'accord? Ou bien si vous le voulez, aller dans le groupe School, laissez-moi un message par rapport à ça, d'accord? Dans le groupe School, mon nom est simple. Vous allez pouvoir me repérer rapidement. C'est Thierry Yannick. OK? Donc, laissez-moi un message par rapport à ça. Je mettrai le lien d'affiliation ici dans tous les cas de figure. Donc, je reviens là. Au niveau de ce qu'on a mentionné tantôt. Donc, dans le groupe, sur FastGraft, pour modifier, tu le mets ici. 25, 20, disons même 10. Tu vois, si je mets 10, ça va baisser. Ça veut dire ici que quel est le prix à partir duquel je paye 10 fois les bénéfices? Quel est le prix à partir duquel je paye 25 fois les bénéfices? Quel est le prix à partir duquel je paye 20 fois les bénéfices? N'oubliez pas, c'est un rendement. Nous, on aime retourner. Ça, c'est 10% de rendement parce que c'est 10 fois les bénéfices. 100 divisé par 10. Si on achète à 15 fois les bénéfices, c'est 100 divisé par 15, ça fait 6,66, c'est quelque chose. Si on achète à 20 fois les bénéfices, c'est 100 divisé par 20, ça fait 5%. Si on achète à 25 fois les bénéfices, ça fait 100 divisé par 25, ce qui donne à peu près 4% de rendement. Et le but, c'est d'acheter un rendement qui se rapproche et qui est un rendement généralement, pas un rendement généralement, mais un rendement plus élevé que le bon du trésor, je ne sais pas dans quelle zone géographique vous êtes ici, disons que vous êtes aux États-Unis, qui se soit plus élevé que le 10 ans américain. OK? Et qui a également une certaine stabilité. Parce que plus c'est stable, plus on peut payer un multiple élevé. Surtout sur les entreprises qui ont des revenus récurrents. Ici, on a une récurrence des revenus. Combien de fois les bénéfices je vais payer ici? Comme dans toutes les compagnies de logiciels, je paierai au moins 20 fois les bénéfices. Parce que je pourrais m'aller à 25 fois. Je vais mettre 20 fois les bénéfices. Et on revient ici, on fait un tour d'horizon des marges, etc. Juste pour vous montrer que le but ici, c'était de savoir si l'entreprise mérite d'avoir notre attention. Par rapport aux marges, première chose, stabilité ou croissance. Vous savez ce qu'on recherche. On recherche avant tout une entreprise qui a les capacités de maintenir ses marges brutes. Et vous avez vu ici, si on prend depuis 2007, on a une croissance des marges brutes. Depuis à peu près 2020, on a plutôt une stabilité, mais ça reste toujours quelque chose de très élevé. Mais on ne peut pas tirer de conclusion si on ne regarde pas le reste. Marge EBITDA. Attention, dans EBITDA, on n'a pas encore enlevé les intérêts sur la dette, les taxes, ok, et la dépréciation amortissement qui fait référence généralement ici à la dépense en capital de maintenance. Vous voyez également ici qu'on a quelque chose qui augmente. On aime ça. Premier niveau de pricing power, vous le savez, c'est la stabilité des marges. Une entreprise qui a des marges, même si ce sont des marges de 2%, si elles sont stables depuis très longtemps, ça a un pricing power. Ça veut dire qu'on peut avoir un pricing power, la présence d'un pricing power ici. OK? So, la finalité d'un pricing power, comment je dis toujours ici, c'est que la finalité d'un avantage concurrentiel, c'est le pricing power. C'est la capacité d'augmenter les prix, et pas juste pour avoir des marges élevées, surtout pour ne pas avoir des marges moins élevées que ce qu'on a eu tendance à rapporter par le passé. OK? Parce que les coûts de la main-d'œuvre vont augmenter, les coûts des matières premières vont augmenter. Donc l'inflation, vous ne pouvez pas y échapper. Et donc si vous avez une entreprise qui est capable d'augmenter les prix à un niveau plus élevé que l'inflation moyenne, c'est parfait. Et si les gens continuent à acheter en termes de volume, c'est également une bonne chose. Mais comme d'habitude, le pricing power a également une limite. Bref, ça c'est un autre débat. Price to sell, le price to earning, c'est combien de fois les bénéfices le marché avait tendance à payer pour ce genre d'entreprise. Roper, c'est une entreprise que je suis depuis très très longtemps. Si ma mémoire est bonne, j'ai déjà fait une vidéo sur Roper. Roper, ouais, c'est ça. On a vieille vidéo sur Roper, on a eu quoi? Combien? 2023? C'est ça? On était à peu près à 4,8% de rendement ici. Je l'ai fait, disons, le 29 du mois de août 2023. On était à combien ici? 29 du mois de août 2023. 29 août, c'est ça? On est où là? Voilà. Je recherche. Voilà, quelque part là, quelque part ici. Donc on était à peu près quelque part comme $500. Et je marquais quoi? 20 fois les bénéfices à cette période-là. Ok, exactement. Donc, parce qu'on se rapproche ici de 4,8% de rendement. Ok.
Parfait. So, ici, en date d'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, on me demande de payer $322 pour une entreprise qui pourrait rapporter $25.30 d'ici 2028. Il y a une chose que je vais d'abord regarder avant d'aller plus loin, c'est que si on a des SBC, parce que le marché va devenir de plus en plus pointilleux à ce niveau-là. La chance que vous avez eue, c'est que vous avez commencé à regarder les SBC depuis très longtemps. Ici, on voit que les SBC sont plutôt stables, mais ils sont là. Ils sont présents. Ça veut dire ici que quand on regarde la marge des free cash flow de cette compagnie, c'est 31 points, disons, c'est 32%, il faut enlever 2%, ça fait 30% aujourd'hui. Est-ce que ça se rapproche ici de la marge nette? Marge net, net margin, ça donne combien ici en net margin? On a à peu près net margin aux alentours de 20% ici, donc vous voyez que les free cash flow sont bien plus élevés, avec ou sans SBC. Ok? Donc, quand je vais prendre la valorisation ici, sachez que je n'ai pas enlevé 2% d'SBC. Faites-le de votre côté ici. Moi, je considère que c'est trop bas. D'accord? On va le laisser comme ça. Mais je sais que je ne paye pas 2% plus cher, mais ça a un impact. D'accord? So, ce que je vais faire, et comme je l'ai dit tantôt sur les autres vidéos, achetez les compagnies de logiciels uniquement en enlevant les SBC. Enlevez toujours les SBC et faites-vous un avis. Donc moi, je paye déjà 20 fois les bénéfices. Je pense que cette compagnie ne peut pas se négocier à 20 fois les bénéfices pendant très longtemps. Et quand je dis 20 fois les bénéfices, d'où? Est-ce que c'est 20 fois les bénéfices de 2028 ou bien 20 fois les bénéfices, disons, de 2026? Donc déjà ici, on a enlevé les FBC. Il y a une certaine... il y a déjà quelque chose qu'on a déjà enlevé à peu près, je pense que c'est même plus que 2% ici, parce que ce sont les bénéfices nets ajustés de manière générale. Donc, ça enlève bien plus que ça. Parce que si je prends les free cash flow, vous constatez quoi? On s'attend plutôt à du 29-30 $ ici, d'ici, je ne sais pas quoi, à 2028. Moi, je ne vais même pas arriver d'en arriver là. Imaginez même que ça arrive, parce que d'habitude, les analystes font des bonnes prévisions ici. 90% du temps, ils ont raison. Et si on prend le forecasting à ce niveau, vous constatez quoi? Vous constatez ici que le scorecard, plutôt, sur une période de 2 ans, ils se sont trompés très rarement. Et quand on regarde le forecast ici, attention, comment est-ce que ça se regarde? Dites-vous ici qu'il y a 6 mois, si on avait utilisé 20 fois les bénéfices, on aurait une valorisation de $700. Aujourd'hui, c'est tombé à $600. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 mois, ça valorisait à $35 à l'action. Pour 2028, aujourd'hui, c'est 30. Faites également attention au nombre d'analyses sur le dossier. Plus ils sont nombreux, généralement, je préconise 4 en montant. Donc ici, et même les prévisions, c'est juste pour dire qu'on est optimiste. Point barre. Donc ici, il y a 6 mois, c'était 29. Aujourd'hui, c'est 27. Donc, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher des séances, soit ça va augmenter ou ça va diminuer. C'est pour ça que c'est important. Les chiffres ne vous disent pas si le business est bon ou pas. Ce qui vous dit qu'il faut faire parler ces chiffres-là. Non, les chiffres ne vous disent pas si le business sera toujours bon ou pas. C'est votre compréhension du modèle d'affaires, du secteur d'activité qui va vous aider à savoir si le business pourrait être bon ou pas. OK? Donc, moi, le plus important, c'est de savoir le prix que je paye. Est-ce que l'entreprise est capable de rapporter au moins en termes de free cash flow $23? Ajustons-les mêmes de manière générale. Est-ce qu'elle est capable de rapporter $20 par action? La réponse est oui. À $20 par action, ça donne 400. 400, n'enlevons même pas encore la dette nette, parce que quand on regarde ici, dette nette, ça ressemble à quoi? Dette nette, ici on a une dette nette de 9 milliards pour des free cash flow de combien? Pour des free cash flow de 2,5 milliards. Donc, dette nette sur EBITDA, ça fait combien? Dette nette sur EBITDA, on a quelque chose en moins de 5 ici. Dette nette sur EBITDA, c'est 2,7. On est toujours resté en dessous de 3. Donc, actuellement, 5, ça ne me dérangerait pas, mais bon, c'est encore mieux quand c'est 3 en date d'aujourd'hui. OK? Et surtout, repayer la dette nette en moins de 10 ans. Ici, on génère 2,5 milliards. On a une dette nette de 9 milliards. 9 milliards divisé par 2,5 milliards, ça vous donne combien? Ça vous donne au total 3,6 années. Donc, s'ils décident de repayer la dette ici avec le free cash flow, ils peuvent le faire en moins de 4 ans. Nombre d'actions, est-ce qu'on achète ou pas? Est-ce que le nombre d'actions diminue ou pas? Ici, vous constatez que sur les derniers mois, on a commencé à racheter des actions. C'est timide, mais c'est déjà un début. Mais ce n'est pas une entreprise qui a l'habitude d'acheter des actions. Elle a plutôt tendance à se financer en émettant de nouvelles actions. Ça ne me dérange pas. Si et seulement si le bénéfice net augmente. Donc, si on émet de nouvelles actions et que mon bénéfice net augmente, au lieu de diminuer, moi, ça me va. Mais j'aurais préféré que ça n'arrive pas. Mais vu que c'est une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions,
elle a tendance à se financer un tout petit peu également en émettant de la dette. Ce sont les différentes acquisitions que l'entreprise a eu tendance à faire sur les dernières années. Comme vous pouvez le voir, si on annualise un tout petit peu, ça fait 3 milliards en 2026, en 2025, en 2024, ici, on était à peu près... Oui, c'est ça. 2024, on était à peu près à 3 milliards également. Si on accumule tout, cumulatif, voilà. Depuis, sur les 20 dernières années, cette compagnie a dépensé 35 milliards en acquisition. 35 milliards. Elle a eu des free cash flow de combien? Parce que oui, c'est bien de dépenser 35 milliards en acquisition, mais est-ce que les free cash flow ont payé? On a généré 21 milliards. OK? Donc ça veut dire qu'on a financé le reste avec quoi? Soit de la dette, soit en émettant de nouvelles actions. Parce que regardez, ça c'est cumulé. Je dis bien cumulé. Ça veut dire ici que pour pouvoir acheter tout ceci, on a une différence de quoi? 13 milliards. Les 13 milliards en question, c'est la dette plus l'émission de nouvelles actions. OK? Donc, ensuite, on regarde, quand une entreprise fait beaucoup d'acquisitions, c'est bien de toujours regarder le ROIC et également le ROIC. Parce qu'ici, vous allez vous dire que l'entreprise, oh, le ROIC a baissé ou bien il n'est pas intéressant. Attention, c'est une entreprise de logiciels, donc il y aura énormément d'intangibles. Et si je prends intangible ici, le total des intangibles, parce que le total des intangibles entre dans le calcul du Invested Capital, qui est le dénominateur du ratio ROIC, on a 31 milliards. OK? On a un 31 milliards. Quand on enlève le cash, etc., ça vous donne à peu près... Voilà, vous allez voir que la majeure partie du ROIC est constituée de quoi? La majeure partie de l'Invested Capital est constituée de quoi? Du tangible, des intangibles. Parce que si vous regardez même en tangible book value, vous aurez quoi? Quelque chose de négatif. Donc, une grosse partie de ce business est en intangible. Ce qui me permet de dire ici que le ROIC peut littéralement augmenter. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut uniquement prendre des charges non financières. Donc, ajuster le goodwill. Vous pensez que je mens? C'est simple. Venons ici. Excusez-moi, je n'avais pas prévu que cette vidéo soit longue, hein, mais maintenant, dans chacune de mes vidéos, je vais essayer au maximum. S'il y a un concept qui, moi, me semble intéressant, je prendrai le temps à peu près de l'expliquer ici. OK? Regardez ceci. Quand vous regardez le total des actifs de cette compagnie, vous avez quoi? 34 milliards. Au 31 décembre, c'est 34 milliards 600. J'arrondis. Dans le 34 milliards 600, intangible, c'est 31 milliards. 31. Si j'enlève les intangibles, ça veut dire ici que c'est 3 milliards 500 en invested capital. Enfin, il faut rajouter la dette, etc. Mais juste l'intangible, c'est tout simplement... Juste l'intangible explique la plus grande partie de l'invested capital. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si j'ajuste le calcul ici, en enlevant les invested capital, j'aurai un chiffre bien plus élevé que ça. Donc, le ROIC de cette compagnie est bien plus élevé. C'est pour ça que le ROIC, ce qui est important, c'est de comprendre comment est-ce qu'il est calculé. Parce qu'une entreprise qui a des marges solides, qui les augmente même, mais qui a un ROIC en dessous de 10, vous voulez dire quoi? Qu'elle détruit de la valeur, alors que fait des acquisitions, le chiffre d'affaires augmente, les bénéfices nets augmentent de plus en plus, les marges restent à peu près stables. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et le fonctionnement, la réponse est au niveau du goodwill. Idéalement, j'aimerais prendre ici, sans prendre en considération le goodwill. Pour juger une entreprise qui fait des acquisitions, il faut plutôt prendre le ROIC. Quand on fait une acquisition de $100, est-ce que ce $100 a généré quelque chose en supplément? Il faut prendre le ROIC. J'en ai déjà parlé sur la vidéo précédente et je veux vraiment que vous puissiez prendre le temps d'étudier ce concept. ROIC vs ROIC. OK? Regardez également le ROIC version Joël Greenblatt pour pouvoir affiner. Je voulais bien... Enfin, bref, je vais m'arrêter là parce que je vais dire quelque chose que je ne dois pas dire de manière générale. Oui, parce que je ne vais pas tout partager non plus sur une vidéo YouTube. OK? Et ça tombe toujours bien parce que je partage des bonnes choses sur des vidéos, sur des entreprises qui n'intéressent pas grand monde. Et c'est heureusement que toi, tu regardes cette vidéo en date d'aujourd'hui et j'espère que tu t'es déjà abonné au Club Top Invest.
D'accord? Donc, en termes de valorisation, on va faire simple. On vient là, 20 fois les bénéfices. Je vais extrapoler un tout petit peu. Oui, bien sûr, parce que je pense que cette compagnie pourrait avoir des revenus récurrents. 20 fois les bénéfices de 2028, ça donne à peu près aux alentours de 506 dollars. 506 dollars moins la dette nette. 506 dollars moins la dette nette en date d'aujourd'hui. 506 moins 83, ça donne combien? Donc, 506 moins 83, on arrive à un total de 423 dollars à l'action. On se dira que le prix est intéressant en date d'aujourd'hui. Rappelez-vous également que ça s'échange à plus que 15 fois les bénéfices de 2028 et à presque 15 fois les bénéfices de 2026. Donc, idéal. Ça veut dire ici que vous êtes en train de payer cette compagnie comme si elle n'allait plus jamais croître. Chose qui n'est pas vraie. OK? Target price, dans la watchlist, on va mettre combien? 423 dollars l'action. Donc, Roper Technologies, information et technologie, on vient là, on ferme ici. Roper Technologies, information et technologie, donc ça fait R-O-P. Où est-ce que c'est? Voilà, la défaut est 655. Donc, aujourd'hui, on va plutôt tomber aux alentours des 423. Pourquoi est-ce que ça a changé drastiquement? Vous avez vu la dernière fois, non seulement le multiple de valorisation va être ajusté en conséquence, mais également comment on appelle ça? Les attentes ont changé. OK? C'est pour ça que je préconise toujours qu'on achète une compagnie à un prix qui n'implique pas la croissance. Le reste ici, c'est l'extrapolation. Donc, un prix qui n'implique pas la croissance, on en a parlé tantôt. Donc, je m'écris 423 ici. Il n'est pas exclu qu'elle remonte 423. Il n'est pas exclu qu'elle atteigne les 600 et poussière. Pourquoi? Parce que la croissance, elle est là. D'accord? La croissance, elle croît par acquisition. Le volume de croissance, le vivier de croissance est encore disponible en date d'aujourd'hui, notamment dans les VMS. Mais elle est en concurrence avec qui? Vitech, CSU, Topicus et j'en passe. OK? Donc, avant même de se plonger dans Roper, etc., essayez de comprendre le concept du VMS. C'est quoi un VMS? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que, voilà, c'est un marché, on appelle ça des marchés de niche généralement, etc. Et n'oubliez pas, avant que je vous laisse ici, Descartes. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une entreprise. Quand monsieur le marché va revenir sur de bons jours ici, on pourrait revenir aux alentours de 25 fois les bénéfices parce qu'on pourrait avoir une croissance moyenne supérieure à 9%, à 10% par là. Donc, ça pourrait revenir aux alentours de 625. Donc, ici, aujourd'hui, sans prendre en considération la croissance, vous payez quoi? 321? N'enlevons même pas la dette. En prenant en considération la croissance, ça sera bien plus élevé que ça. Donc, ça, c'est mon avis. Hein. Je peux me tromper. D'ailleurs, je me réserve royalement le droit de le faire. S'il vous plaît, les amis, en 2026, occupez-vous des logiciels. Et ne me remerciez surtout pas. OK? Faites fi du narratif ambiant. Éteignez la télévision, rentrez dans les bilans. Premier exercice, qu'est-ce que l'entreprise fait précisément? Pourquoi est-ce que les clients sélectionnent? Qu'est-ce qui pourrait les tuer? Comment est-ce que c'est facile pour un client de passer d'un produit à un autre? Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on va me poser la question de savoir, est-ce qu'elle verse un dividende? Chose que je ne regarde pas souvent. Oui, elle verse un dividende. Si elle reverse la totalité des bénéfices internationaux d'aujourd'hui, vous avez quoi? 6,3%. Est-ce que ça vaut la peine de parler de oui, le dividende sera croissant? C'est une évidence. C'est là, c'est marqué sous nos yeux. Et on paye le dividende avec quoi? Les free cash flow. Actuellement, vous remarquez quoi? Même si on parle même de free cash flow, on monte à 7,29%. Est-ce qu'on a besoin de mentionner cet élément-là? Bref, comme je l'ai dit ici, cette compagnie reste sous-évaluée. Et je dirais même que ça devrait faire partie de vos priorités en termes d'études. OK? Faites ce que vous voulez de manière générale. N'oubliez pas, Club Top Invest, ainsi que le bootcamp qui commence le mois d'avril. S'il reste encore des places, avril 2026, pour ceux qui veulent vraiment faire du stock picking sérieusement et qui ont 30 jours devant eux et qui veulent le faire avec une discipline de fer. C'est-à-dire que quand on se met en condition pendant les 30 prochains jours, on fait uniquement une seule chose. Bref, un like, un abonnement, un commentaire dans le school, ça fait toujours plaisir. Et merci à vous.